on entend les grenouilles vertes. Elles sont souvent sur ce secteur-là, l'eau est plutôt stagnante. Le vin, c'est la dégustation, c'est la découverte de paysages, c'est la découverte d'une longue histoire, c'est tout ça le vin. Le Pont Coloré, c'est quand même l'emblème pour moi de la ville de Vierzon. Cette immense gare avec ce nombre incroyable de voies. Il est des endroits étranges où l'on perçoit quelque chose sans en discerner réellement la lumière. Comme ici dans cet endroit, à la fois dans la magnifique Sologne et le Berry profond. Visible par son carrefour ferroviaire, ce coin de France, bordé par le Cher et l'Yèvre, a quelque chose d'invisible à partager. Ici, c'est Vierzon. 5 minutes d'arrêt. Avec l'approche qui m'a permis de découvrir Vierzon et plus largement son bassin, je vous emmène. Terre d'hommes d'abord, le savoir-faire a dessiné ici le paysage. Car c'est ici, à Vierzon, que Célestin Gérard, menuisier de formation et fils d'agriculteur, ouvre face à la gare un atelier où il invente une batteuse à manège, des tarare et des coupes-racines. Gravé dans l'histoire de ce passé agricole national, il construit en 1861 sa première locomobile pour remplacer le manège d'animaux. Fruit du progrès et des technologies incessantes, ces ateliers sont repris par Lucien Arbel en 1879, qui fonde la Société française de matériel agricole. Pour conserver le patrimoine vivant, chaque vendredi, les bénévoles de la mémoire industrielle et agricole se retrouvent au hangar en démarrant par le café. Oui, c'était tout avec 4. Oui. Regarde, la Dilecta là-haut, elle est avec 4. Hein. Il y a 4 fois. Que je sais pas s'il tourne sur la ville. Jackie fait partie de ces bénévoles, pour la plupart à la retraite, mais si passionnés que toujours actifs. Ce qui se passe ici, ce sont les réserves d'une association qui s'appelle la Mémoire industrielle et agricole du pays de Vierzon. Et ici, on fait de la mécanique, on restaure, on fait de la peinture, on fait tout ce qui peut être fait pour restaurer ces machines qui datent pour les plus anciennes un peu plus d'un siècle et puis pour les dernières 1960. Hein. Quand j'étais gamin, j'avais 5 ans, mon père a acheté un tracteur Société française. Et puis... voilà, comment ça m'est venu. Alors il en a acheté un, j'avais 5 ans, en 1955, tout neuf. Hein. Je l'ai vu tout neuf, j'ai encore les odeurs en mémoire de la peinture qui commençait à se calciner, le tracteur en chauffant, quoi. D'ailleurs, où j'étais dans le département de l'Ain, un tracteur comme ça, on appelait ça un Vierzon.
À 5 ans, moi, je savais déjà où il y avait Vierzon sur la carte de France. Mais au moment de la retraite, eh ben, comme la mémoire existait déjà depuis quelques années, ben, je suis venu ici par passion. J'ai retrouvé le tracteur de quand j'étais gamin, l'autre aussi, et puis voilà. C'est au musée que les tracteurs sont conduits pour y être exposés. L'ancien site de la Société française est étendu sur 7 hectares en plein centre-ville. Aujourd'hui, un des bâtiments d'usine a été réhabilité pour en faire un musée où le travail des bénévoles de la mémoire industrielle et agricole contribue au devoir des conservations des savoir-faire. Dans l'un, on disait un Vierzon. Un Vierzon, oui. Ah oui, je me souviens, il était dans le hangar, oui, en pièces détachées, sans peinture, tout rouillé, en effet. On l'a rassemblé après. Hein. On a remis les morceaux ensemble et puis on a fait en sorte qu'il fonctionne. Ah, ce qui nous manque au musée, nous, c'est le bruit des tracteurs Société française. Vous l'aviez fait rouler un petit peu avant de le ramener au musée? Oui, il a roulé un petit peu, au canal du Berry, André Barre. Quand ils font leur assemblée générale au mois de juin, il voulait qu'on vienne avec celui-là. Parce que lui, quand il était gamin, il les voyait sortir de l'usine. Alors, le 303 pour lui, c'est... Non, puis c'est vrai que nous, aux visiteurs, les visiteurs qui viennent au musée, on voit que ça parle à beaucoup de monde, des anciens agriculteurs qui ont travaillé avec. Quoi. Dire, il n'y a pas une petite zone rurale en France, vous m'arrêtez si je me trompe, où il n'y a pas une machine agricole qui vient de Vierzon. Soit les tracteurs, soit les batteux, soit les locomobiles. On connaît Vierzon, à travers toute la France, grâce à ces productions-là. Moi, j'étais dans l'Ain. Oui. Et puis, dans l'Ain, on disait un Vierzon. Un Vierzon, oui. On ne disait pas une Société française. Et comme j'ai dit l'autre jour, moi, j'avais 5 ans, je savais déjà où il y avait Vierzon sur la carte de France. Et même les étrangers? Il y en a qui sont partis, à l'époque, il y en a qui sont partis en Algérie, dans les colonies. Et puis, il y a beaucoup de collectionneurs qui viennent des Pays-Bas, de Suisse, de Belgique. Oui, c'est eux qui ont commencé les premiers à en récupérer. Ils en ont récupéré beaucoup. Dans ce musée, les tracteurs flambant neufs côtoient la verrerie et la porcelaine. La porcelaine, autre grand savoir-faire de Vierzon et de son bassin. La curiosité nous mène sur les traces de l'argile. À quelques 15 km de Vierzon, les savoir-faire industriels et artisanaux se transmettent par les entreprises qui font rayonner l'excellence et le savoir-faire à la française. Ici, chez Pile 8, on découvre ce qui se passe dans un atelier de moulage bien avant que les pièces ne passent à l'émaillage. Dans cette manufacture reconnue depuis 2009 entreprise du patrimoine vivant, sont conservés dans une salle historique d'anciens moules qui, pour les plus anciennes pièces, datent de 200 ans. C'est ce genre de manufacture que l'illustre porcelainier Marc L'Archevêque, fin 19e et début 20e, gérait ici, à Vierzon. Là, on est rue Marc L'Archevêque, une rue qui porte le nom de mon arrière-grand-père, qui avait créé une usine de porcelaine au début du XXe siècle et qui avait été assez populaire à Vierzon parce que c'était un des premiers patrons à partager ses bénéfices avec ses employés.
Homme de progrès et de découverte, il contribue au développement de la ville et de l'industrie porcelainière d'une façon particulière, en présentant, dès 1911, le projet de la première section technique professionnelle, céramique, au lycée Henri Brisson. Ce lycée emblématique, construit 30 ans plus tôt par le maire Charles Urvois, aidé du député Henri Brisson, possède déjà un enseignement diversifié. Dans ce gigantesque lycée, aux 150 000 élèves formés depuis sa création du général au supérieur, en passant par l'artistique et le professionnel, compte dans la filière céramique un siècle plus tard 3 sections, dont des applications vers des métiers de pointe, tels que ceux du domaine aéronautique, et des applications plus artistiques. Quand on va débloquer le disque, le fil va vouloir tourner dans l'autre sens. Okay. Un premier tour. C'est dans ces classes que le totem de la place Jacques Brel est né. Donc voilà, c'est la copie du totem qui a été livré à Vierzon il y a 2 ans. Et donc il se présente comme ceci. Il y avait un socle de base. L'ensemble étant monté sur une grosse tige en ferraille. Et chaque élément est collé avec du silicone. Lorsqu'on a le socle, ensuite ça va être un enchevêtrement des pièces qui vont se mettre dans ce sens-là et dans l'autre sens. Voilà. À chaque fois, nous avons une partie intermédiaire. Et comme ceci, jusqu'à une hauteur de 2,50 m. Le totem de Vierzon a une petite copie au rectorat d'Orléans-Tours, qui nous a permis d'avoir le prix régional des métiers d'art. La commande, elle a été réalisée donc par les élèves qui sont en 2 déco, en première année de BMA, terminale BMA et BTS céramique. On a travaillé aussi pour tout ce qui est décor. Bon, on a fait des recherches de couleurs, des recherches des mots, donc cette couleur qui est un petit peu turquoise, qui est un peu vert de gris, rappelle effectivement peut-être les reflets de l'eau, etc. Mais aussi il y a eu un travail qui a été réalisé sur le décor avec des éléments sgraffités, des éléments qui ont été gravés, qui représentent aussi des parties de décor de style art déco. Projet fédérateur et pédagogique, il est désormais inscrit dans l'histoire. Il signale le jardin art déco et crée un nouveau lieu de rencontre. Si Marc Larchevêque a été précurseur en son temps dans le domaine de la céramique, son arrière-petit-fils, Éric Larchevêque, l'est lui aussi dans un autre domaine de pointe. Devenu une image emblématique à son tour, c'est dans le domaine du numérique qu'il déploie son action en devenant cofondateur de Ledger. C'est ici que sont fabriqués tous les produits de Ledger, les hardware wallets, donc qui sont des coffres-forts digitaux qui permettent de sécuriser des crypto-monnaies comme le Bitcoin. L'aventure Ledger a commencé à Vierzon et à Paris un petit peu en même temps. J'avais fondé à Paris la maison du Bitcoin et là-bas je rencontre Joël Pobeda et David Ballan qui avaient fondé Radio Ceros ici à Vierzon et qui commençaient à travailler dans le Bitcoin. C'est quand je lui parle, il me dit alors mais oui t'es de Vierzon, je dis oui je suis de Vierzon et puis il me dit quelque chose d'assez incroyable, il me dit mais tu sais j'ai une photo de toi dans ma cave. Alors ça c'est forcément la chose la plus extraordinaire et la plus surprenante qu'on m'ait jamais dit. Et en parlant avec lui, là je comprends que lorsque lui est venu à Vierzon, il a acheté la maison familiale Larchevêque, la maison dans laquelle je passais mes Noëls, les fêtes de Pâques, etc. J'ai clairement un attachement familial, historique et émotionnel à la région.
Du reste, ça s'est vu par quelque chose de très concret, c'est que lorsqu'on a lancé Ledger et qu'on a intégré Vierzon, on a écrit sur toutes nos boîtes Paris, Vierzon, San Francisco. Et ça, c'était un peu une blague, mais en même temps, je pense, c'est un signe très concret de l'affection qu'on pouvait porter à cette ville. Je pense que c'est plus le même arbre. Il me semblait beaucoup plus haut. Non, il me semblait qu'il était beaucoup plus haut. J'étais au collège Notre-Dame, de la 6e à la 3e, vraiment à Vierzon. Et pour moi, mon enfance à Vierzon, c'est les batailles de marrons dans les cours à côté de l'école. Voilà, on se battait, il y avait ceux qui étaient en haut, ceux qui étaient en bas, et à coups de marron, on se les balançait dans la figure, ça faisait plutôt mal. Voilà, des fois, on se demande comment on fait pour survivre l'enfance et l'adolescence, tellement on fait de conneries, quoi. Mais non, c'est bien marré ici. Pour moi, mon enfance à Vierzon, c'est les courses-poursuites dans les rues piétonnes du centre-ville, c'est de traîner le samedi matin à côté de l'ancien Monoprix. C'est aussi ce fameux pont coloré. Le pont coloré, c'est quand même l'emblème pour moi de la ville de Vierzon. Voilà, ça montre à la fois le passé industriel de la ville avec cette architecture de pont très brute, avec beaucoup de rivets, un peu Eiffel, et cette immense gare avec ce nombre incroyable de voies. De la gare au musée, il n'y a qu'un pont, le pont du passé vers l'avenir. Dans le bâtiment de l'ancienne poste, on découvre un nouveau musée. À l'intérieur, casque de réalité virtuelle, écran, film, art numérique. La technologie est au service de l'art. Elle permet aux gens de découvrir les plus grandes œuvres du monde en restant à Vierzon. Vous êtes actuellement dans l'ancienne poste, qui est un bâtiment classé Art déco, avec une offre culturelle nouvelle. Vous êtes dans une microfolie qui a été créée par la Villette et le ministère de la Culture, qui permet aux habitants d'avoir un accès aux œuvres des plus grands musées et instituts nationaux et internationaux. Tout ça gratuitement. Là, vous avez donc le cœur de la microfolie, qui est le musée numérique. Vous avez des modules complémentaires, comme l'espace de réalité virtuelle, comme l'espace d'exposition. Et le cœur de la microfolie, c'est le musée numérique. En fait, là, vous avez accès à 1099 œuvres de musées et d'instituts nationaux et internationaux. Chaque jour, on passe une collection. Dans chaque collection, il y a à peu près 250 à 500 œuvres. Et quand une œuvre vous intéresse, vous touchez le cœur de la tablette, vous avez l'œuvre que vous pouvez agrandir. Si vous touchez après la flèche de droite, vous arrivez à des explications, soit sous forme de texte, soit sous forme de vidéo. Quelquefois, vous avez des jeux, des puzzles ou des œuvres complémentaires. En fait, permettent aux habitants d'avoir un accès à toutes les plus grandes œuvres, puisque maintenant on va jusqu'à Mexico. Le musée d'anthropologie de Mexico est partenaire de la Villette. C'est un projet magnifique. Vous pouvez regarder la Joconde et bien d'autres œuvres. Parce que l'offre en plus va s'étoffer au fil des ans. La Villette nous proposera chaque année une nouvelle collection, donc 500 œuvres. Le fait d'avoir pu mettre en œuvre une exposition physique, réelle, c'est une autre porte d'entrée vers la création contemporaine, vers le sujet artistique.
Dans le cadre du parcours d'art contemporain autour d'Auguste Rodin, des partenariats ont été créés, notamment entre le musée numérique et la galerie Capazza. La galerie Capazza est dédiée au sujet artistique depuis une quarantaine d'années et présente les œuvres de 90 artistes. Créée en 1975 par Gérard et Sophie Capazza, elle est aujourd'hui animée par Denis et Laura Capazza-Durand. Ma grand-mère tenait un magasin qui s'appelait le Vieux Berry, rue de la République à Vierzon, qui était un magasin d'art de la table, mais qui présentait déjà les céramiques de la Borne, par exemple. Il y avait de la verrerie, donc c'était art de la table, mais il y avait quand même déjà un rapport à la matière. Qu'on le veuille ou non, c'est probablement ce qui aura donné le goût du sujet artistique à mon père. La galerie jouit aujourd'hui d'un rayonnement international et a développé des partenariats institutionnels, comme ici avec le musée Rodin. L'art pour nous, c'est un tout. C'est évidemment les œuvres, la force qu'elles ont, la force expressive. Il va y avoir l'équilibre des formes, le rapport effectivement à la matière, une composition dans une peinture, dans une photo. Et puis il y a aussi l'humain qui est derrière, qui compte énormément. Donc tous les artistes que l'on défend à la galerie sont des artistes dont on aime l'œuvre et pour qui on a un profond respect aussi humainement. Au-delà de la surface atypique d'exposition, la galerie Capazza a pour particularité de rassembler une grande diversité d'expressions, allant de la céramique en passant par la photographie et l'orfèvrerie. À quelques mètres à vol d'oiseau, le ciel s'ouvre pour les plus curieux. Le site du radiotélescope de Nançay, c'est un site qui est géré par l'Observatoire de Paris, par le CNRS et par l'Université d'Orléans. On a un site qui est unique en France, en radioastronomie. On a de la chance d'avoir cette structure en France. Donc c'est un centre de recherche où ils font donc des observations à l'aide des radiotélescopes, mais il n'y avait pas de structure permettant l'accueil du public pour expliquer au public, aux visiteurs, ce qui se passe à Nançay sur le site de la station. Donc c'est en ce sens qu'a été créé le pôle des étoiles. On a une équipe de médiateurs scientifiques qui est présente pour plus de la moitié depuis le début d'aventure du pôle des étoiles. Il y a aussi un autre bout en est-ouest. Donc là, on a par exemple une galaxie qui va passer devant le détecteur et on voit le signal qui est reçu par le radiotélescope, qui est détecté.
On peut aller voir certains instruments. On peut s'approcher du grand radiotélescope et on peut voir également le radiohéliographe qui est situé un petit peu plus loin. Il n'est pas visible depuis le parking comme le grand radiotélescope qu'on peut voir en approchant en voiture. Le radiohéliographe, pour le coup, on y a accès par la visite de la station qu'on propose au pôle des étoiles. Et donc c'est un instrument qui est pointé vers le Soleil. Et si la connaissance n'est pas rassasiée, un accès à un centre de recherche en plein air laisse découvrir une tourbière. La tourbière de la Guette. Les scientifiques à la tourbière de la Guette sont engagés dans un projet européen aujourd'hui qu'on appelle CARPIT, c'est un projet Interreg. Et ce projet sur Neuvy-sur-Barangeon est lié aussi à d'autres projets en Irlande, aux Pays-Bas, etc. Et chaque tourbière est évaluée afin de créer des outils d'expérimentation pour sauvegarder éventuellement les autres tourbières dans le monde. En fait, il y a plusieurs parties dans la sphaigne. Il y a la partie vivante qui est très verte, on le voit bien, et la partie morte. En fait, dans cette partie morte, il y a des cellules vides qui se remplissent d'eau l'hiver, et puis quand il manque d'eau l'été, eh bien la sphaigne vide ces cellules mortes dans lesquelles il y avait de l'eau et redonne de l'eau à la tourbière. La tourbière de la Guette est la plus grande tourbière connue en Sologne. Son fonctionnement est sensible. Les tourbières sont nombreuses en Irlande, où elles sont exploitées pour l'énergie de chauffage. La tourbe se constitue par couches sédimentaires dans un milieu humide et monte de 2 mm en 10 ans. C'est une ressource extrêmement précieuse et fragile qui est l'objet de l'attention des scientifiques. C'est ce qu'on appelle une caméra phénologique. Elle mesure les phénologies de la végétation. Alors en fait, elle prend une photo à intervalles réguliers, toutes les 30 minutes. Et en analysant la couleur de la végétation, on peut savoir en quel état elle est. Est-ce qu'on a une végétation qui est en dormance, en pleine croissance, très active donc pendant les périodes d'été par exemple, en phase de sénescence. Et donc on peut suivre vraiment cette activité de la végétation toute l'année. C'est très intéressant, ça nous indique comment fonctionne la tourbière, est-ce qu'elle est en bonne santé, est-ce qu'elle subit une sécheresse importante, est-ce qu'elle subit, j'en sais rien, un assèchement du niveau de la nappe et que ça a un impact sur la végétation. Tout ce type de mesure il est accessible en seulement prenant des photos et en analysant la couleur de la végétation de surface. La tourbière de la Guette fait partie de 3 thématiques autour de l'eau, à Neuvy-sur-Barangeon. Un peu plus loin, à 1,5 km sur le site de la Maison de l'eau, sont abordées la gestion de la ressource et la biodiversité locale. Si vous êtes comme moi affamé d'en connaître davantage sur le monde qui vous entoure, un petit bonus les pieds dans le Barangeon vous attend. Typiquement, les cours d'eau du Barangeon ressemblent à ce segment-là. Donc ce sont des rivières qui sont plutôt petites, avec des lames d'eau assez faibles et des écoulements assez dynamiques. Sur ces parties de cours d'eau-là, on va avoir une petite lame d'eau qui s'écoule sur ce qu'on appelle un matelas alluvial. Donc c'est plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur de cailloux alluvionnaires, donc typiques de ce qu'on retrouve dans les rivières, qui vont renfermer une richesse écologique, c'est-à-dire que tout un caillou va s'envelopper d'un film biologique qui va épurer le milieu naturel par l'écoulement. Et ensuite, c'est là que démarre la chaîne alimentaire, la chaîne trophique, puisque vont arriver à s'agréger des insectes qui eux-mêmes vont venir nourrir des espèces plus importantes et vont donner naissance à tout l'écosystème de la rivière.
équipe de quelques ingénieurs. Ce dont on s'occupe spécifiquement ici sur le Barangeon, qui est un affluent de Lièvre, c'est environ 236 km de cours d'eau d'affluents qui irriguent la partie solognote du territoire du bassin de Lièvre, un territoire très particulier, une occupation très particulière, une histoire riche. Et ce dont on va s'occuper au niveau de la collectivité, c'est de restaurer, de retrouver des équilibres écologiques capables de rendre beaucoup de services à travers la biologie, la biodiversité. Ce que l'on fait comme dans un cours d'eau typique comme le Barangeon ici, c'est qu'on va placer des indicateurs, on va étudier, faire un véritable diagnostic de tout ce qui peut altérer le milieu. On va mener ensuite des prescriptions sur le milieu à travers les différents usagers du territoire. Outre les prescriptions, mener des opérations de restauration. On va essayer de travailler pour essayer de restaurer la continuité écologique, permettre aux poissons indigènes de pouvoir remonter, faire leur cycle de vie. Ça va être permettre aussi par exemple aux sédiments de transiter normalement au gré de la lame d'eau, de l'amont vers l'aval. Que ce soit au sentier de la Salamandre ou en plein centre-ville, à l'île Marie, ces espaces naturels sensibles préservés offrent des parcours nature et découverte. Près de la route qui mène à Neuvy-sur-Barangeon, en sortie de Vierzon, la forêt domaniale, qui compte 5298 hectares, possède l'entrée d'un sentier, l'entrée du sentier de la Salamandre. Un morceau de forêt s'ouvre sous nos pas et nous laisse pénétrer dans une allée ornée de hêtres, bouleaux et chênes. Sur ce sentier, la salamandre fait découvrir sa forêt. Essence présente, espèce endémique, comment connaître l'âge d'un arbre? Et permet lors de ce parcours une véritable expérience sensorielle. Trois hectares de forêt alluviale, prairies et grèves sableuses, telle est l'île Marie. Tout comme le sentier de la Salamandre, l'île regorge d'une diversité importante de plantes et d'animaux. Cette confluence, accessible par le pont de l'Europe, est soumise à une forte dynamique fluviale qui en fait une terre inondée à certaines périodes de l'année et un paysage abrupt en période d'étiage. On va découvrir des grandes feuilles. Ces grandes feuilles qui ressemblent à de la rhubarbe. Il y en a, on va en voir un petit peu ailleurs aussi sur l'île Marie. Ça c'est super avec les enfants, on leur fait faire des masques africains. Avec ça, on coupe une feuille, on fait les yeux, la bouche et ça fait le masque africain. Et là, on a la tige avec la fleur qui, je pense, ça n'a pas encore fleuri. Et quand on touche, ça accroche. Et si j'enlève un petit chaton, ça accroche les vêtements. Cette plante, c'est la bardane. Et la bardane, c'est celle qui a inspiré l'inventeur du velcro. C'est la personne qui a inventé le velcro, qui avait l'habitude de partir à la chasse avec son chien. Et il en avait assez de voir dans le pelage de son chien ces gratons. Et il a décidé d'observer et de voir pourquoi il avait toujours ces gratons dans le pelage. Et en observant, il a compris le système et c'est de là que serait né le système du velcro. Et en fait, le fruit de cette plante, la bardane, ça fait des petits épis avec un crochet.
Et c'est ce crochet qui va s'accrocher dans le tissu, comme les scratchs en fait. Butoms en ombelle et saulées blanches sur votre passage se laissent admirer. Alors ici, nous voici au cœur de l'île Marie, l'endroit le plus haut, enfin, le point culminant du site. Et cet endroit que nous appelons tout simplement la prairie, puisqu'en fait c'est un milieu très ouvert qui se différencie de tout ce qu'on a traversé jusqu'à présent, qui était plutôt boisé, ombragé. Et là, on sent le soleil venir sur nous. Et c'est le summum de la balade avec cette jolie prairie riche en orchidées. On peut y observer quelques orchidées sauvages. Ça foisonne d'insectes également dans les grandes herbes. Et on a un aperçu de l'histoire de cette île, voilà, avec des traces de ruines. Terre habitée jusque dans les années 60, l'île Marie, dont cette ruine est l'ancienne habitation, bénéficiait de cette prairie où paissaient chèvres et moutons. Aujourd'hui, c'est le domaine privilégié de lapins et de chevreuils qui viennent y mettre bas. Ici, l'accès est aisé à la nature abondante. La nature nous enseigne, on la préserve, on la choisit. C'est une vie en harmonie avec ce patrimoine naturel. Quant à l'art de vivre sur ces terres agricoles, c'est culturel. Vierzon s'est identifié à l'industrie, mais c'est complètement récent dans l'histoire de Vierzon. La longue histoire du pays de Vierzon, c'est une histoire rurale, c'est une histoire paysanne, c'est une histoire viticole. Je me suis élevé dans les vaches, dans les chèvres, dans les vignes, oui, parce que mon père avait planté une vigne quand il est arrivé ici, qui a été cultivée jusque dans les années 70. Et le goût du vin, c'était aussi une culture familiale avec les belles bouteilles qu'on débouchait le dimanche. Et puis les fêtes de vendange. Le goût de la fête, le goût des vendanges, pour moi, ça vient de l'enfance avec les fêtes de vendange familiales, quoi. Moi, quand je suis gamin, je vais chercher du vin au tonneau, à la champlure, pour ramener à table. C'est mon travail par rapport au repas de midi, de remplir les chopines pour qu'il y en ait pour tout le monde. Quand on fait l'appel au lycée, c'est un copain qui m'a raconté ça, parce que c'est des souvenirs moi, qui m'étaient sortis de la tête. Et il me dit, toi quand tu répondais, tu disais Tatin, le Tremblay. Et tout le monde rigolait parce que le Tremblay, c'était pas un village, c'était un hameau, c'était une ferme. Et donc moi, j'étais du Tremblay, j'étais pas de Briné, j'étais pas de Méreau, j'étais du Tremblay, quoi. Si la famille est implantée au Tremblay depuis plusieurs générations, c'est aujourd'hui Maroussia qui reprend le flambeau de la vigne. On ne désherbe plus chimiquement les sols, c'est vraiment le travail du sol. Et la machine n'arrive pas à bien nettoyer d'une part à l'intérieur et des fois quand c'est collé, soit au plastique qui protège entre autres du travail du sol. Mais l'idée c'est ça, quoi. Donc là ils sont en train de passer, d'enlever les herbes qui sont au pied parce que bon ça c'est le boulot contraignant qu'on n'avait pas avant, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Si on a des vins qui sont frais, qui sont élégants, qui sont vifs, qui sont fruités, qui ont des saveurs qui vont vous napper la bouche pour longtemps, c'est parce qu'il y a cette conjonction d'histoire, de terroir, de climat. Si on n'avait pas l'océan qui, à travers les rivières, vient tempérer le climat continental, on aurait des vins plus lourds, on n'aurait pas cette fraîcheur, on n'aurait pas cette vivacité. Donc c'est tout ce carrefour de position qui crée une saveur unique. Mais il faut savoir aller la chercher, il faut savoir la découvrir au cœur du vieux Berry.
Du vin au fromage, la vie est un art ici. On assume la France profonde, ce charme à la française. Bienvenue à la chèvrerie, voir les dames biquettes. Bonjour les filles. C'est la quiétude. Ouais. C'est moi qui les allaite. C'est mon rôle. Et ensuite, elles viennent à la chèvrerie. Quand elles ont 1 an. Et c'est devenu une passion que j'ai su transmettre. Et puis rien ne vaut l'amitié d'une chèvre. Mais on peut pas quitter ces chèvres. C'est infaisable. Parce qu'on a un mode de vie qui est totalement différent des autres. On prend le temps de vivre, même si on est pris par le rythme de notre travail, par la traite qui va se faire pendant 10 mois et demi. On se lève tous les jours, mais c'est un véritable bonheur. Et puis la chèvre, elle plaît. Les enfants, quand ils viennent, ils sont heureux, admiratifs. Et la chèvre se prête bien au jeu. Elle est joueuse aussi. C'est un animal attachant qui connaît bien la chevrière qui s'en occupe. Elles sont très reconnaissantes, mais elles sont très capricieuses malgré tout. Elles sont pleines de joie de vivre, un peu comme moi. Je vais finir chèvre. Bon, pourquoi j'en ai jusqu'à Noël, Christian. Alors, 2 demi-secs. Ouais, bah demi-sec, c'est moitié sec, moitié pas sec. 50-50. Voilà, Christiane, c'est vendu. Bah, c'est des métiers de passion, hein, de toute manière. Ça a donné un sens à ma vie. Et dans les autres délices locaux, une sucrerie que nul ici n'ignore, le sablé de Nançay. En 1953, un jeune apprenti boulanger, nous avions à l'époque la boulangerie du village. Claude Brûlé, actuel gérant des sablés de Nançay, avait repris l'affaire de son beau-père, qu'il transmet aujourd'hui à son fils Benoît. Il nous raconte la petite histoire maladroite de la création du sablé. Le jeune apprenti boulanger, Jacques Fleurier, on lui a demandé de faire une recette pour faire un fond de tarte. Et il s'est loupé ce jour-là. Donc, après réprimande de rigueur, ils ont fait, avec leur petit matériel de boulanger, des petits boudins de pâte qu'ils ont coupés en rondelles. Ils ont fait cuire ça, ça fait des petits gâteaux. Et à ce moment-là, la grand-mère, entre autres, qui était à la boutique, a réfléchi gentiment et elle a dit « C'est peut-être pas une mauvaise chose que mon petit garçon ait fait une erreur hier, parce qu'avec mon petit gâteau, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. » Et il se trouve que, bon an, mal an, ensuite, 1953 étant l'année à Nançay de création de la station de radioastronomie, il y a eu d'un seul coup une grosse communication autour de Nançay, autour d'un projet énorme qui se mettait en place. Donc les gens ont voulu venir voir ce qui se passait. Le succès du sablé de Nançay est parti de ce moment-là. Et c'est vrai que par rapport à Nançay, quand on parle de Nançay maintenant n'importe où, on répond soit station de radioastronomie, soit sablé de Nançay 9 fois sur 10. Nous sommes, on va dire, un incontournable de la région. Et cette empreinte territoriale, elle est hyper importante parce que ça donne de la valeur au produit et ça donne de la valeur à ce que l'on raconte. Je suis un petit peu le couteau suisse de l'entreprise. Je reprends derrière mon papa. J'ai pas vraiment de métier approprié dans l'entreprise. Par contre, il faut que je sache tout faire. Donc mon but, c'est d'apprendre au fur et à mesure des années et de me familiariser encore plus avec ce petit produit magique. Je l'emmène avec le cœur parce que tout simplement, c'est une histoire familiale. Et le boulot qui a été fait avant moi est énorme. Et j'hérite de quelque chose qui est formidable.
Et ce petit produit qui a une renommée maintenant assez extraordinaire, et ben à moi, à nous, avec toute l'équipe, de continuer à faire vivre ce produit et toujours avec ce côté artisanal qui nous représente. Et voilà, c'est une histoire d'amour avec un petit produit, tout simplement. Et les gens nous le rendent avec un grand sourire et ça pour nous c'est formidable. Entre l'art de vivre et la gastronomie, le cliché Frenchy du vieux continent laisse rêver les visiteurs dans ses rues pavées. Avec son quartier médiéval, on attend presque de voir Montmartre. Mais c'est Notre-Dame de Vierzon, qui nous accueille dans ce quartier aux airs parisiens. D'abord construite en bois, puis en pierre au XIIe siècle, elle est plusieurs fois agrandie et transformée jusqu'au XIXe siècle. Les prêtres de la paroisse y officient encore à ce jour. Un peu plus bas, une multitude de ponts offre au soleil couchant une ambiance chaleureuse, d'où l'on aperçoit de curieuses lumières. Imaginé par Eugène-Henri Karcher, nous y découvrons à la tombée de la nuit l'une des toutes premières scénographies françaises de jardins illuminés. Puisque ce square, portant le nom de Lucien Beaufrère, maire de Vierzonville en 1929, fut l'un des premiers à être équipé de l'électricité. Planté ici entre l'Yèvre et le canal de Berry, ce jardin au bord de l'ancienne abbaye bénédictine Saint-Pierre est classé monument historique. De style art déco, on y découvre aussi un ancien lavoir et un auditorium de plein air. Entre le minéral et le végétal, il y a ici quelque chose d'apaisant, une ambiance authentique, naturellement. Alors voilà ce que je voulais vous faire partager, des endroits connus et des lieux moins en vue. Vous emmener dans cet endroit étrange qui déploie toutes ses lumières au travers de l'invisible du cœur des gens. Ça avait l'air d'être une bonne année alors. Ouais, ça a l'air bien. Tu veux que je fasse avec le bouquin? Faire semblant de lire. Ah, faut que je fasse semblant de lire. Ok, super. Ouais, besoin de chuchoter. Non. Ça tourne. Oui, je serais peut-être la petite fille de Maria Bodas.